Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Diète Plus. Merci de votre participation. Ce webinaire est consacré donc à la recherche et au choix du local dans le cadre d'un projet commercial, de local commercial. Donc, on commence par vous souhaiter encore une fois la bienvenue. Voilà, vous êtes en train de vous connecter au fur et à mesure. On est de plus en plus nombreux, donc c'est parfait. Je commence par saluer notre invité tout d'abord, Laurent Leclerc de la SMAPEN et Christophe Deporte, donc de l'équipe Diète Plus. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, chacun peut se présenter tout d'abord. Laurent, je te laisse dire un petit mot pour te présenter. Oui, rapidement. Donc moi, je suis cofondateur de SMAPEN, qui est une application qui est utilisée par les franchiseurs et par les entrepreneurs pour évaluer en fait le potentiel d'une nouvelle implantation. Donc disposer de toutes les données, toutes les statistiques pour pouvoir décider très simplement si c'est une bonne idée de s'implanter ici ou là. D'accord, merci. Christophe. Merci. Donc moi je suis responsable régional chez Diète Plus. Donc j'accompagne vraiment donc toutes les personnes déjà dans les candidats et futurs franchisés qui sont intéressés pour ouvrir un centre Diète Plus, donc dans l'accompagnement, et vous le verrez aussi dans la présentation. Et puis on accompagne aussi le franchisé tout au long de son parcours avec le franchiseur. D'accord. Et donc moi-même, Johan Henry, je suis chargé de contenu dans l'équipe Diète Plus au sein de l'équipe communication. Je m'occupe de rédiger notamment les newsletters, les articles de blog que vous consultez peut-être si vous êtes fidèle du blog qui est sur franchise.dietplus.fr. Je vous invite d'ailleurs à consulter ce blog. Vous trouverez beaucoup d'informations, les replays de nos précédents webinaires également. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vous précise que vous avez la possibilité de poser toutes les questions qui vont vous intéresser. On les traitera à la fin de la présentation, mais vous pouvez d'ores et déjà, au fur et à mesure de la présentation, les poser en utilisant l'outil qui est en bas à droite de votre écran et qui s'appelle Questions. Donc n'hésitez pas à les poser, à les inscrire au fur et à mesure, et puis on les traitera bien volontiers. Nos invités vous répondront à la fin de leur présentation. Voilà. Messieurs, je vous laisse la main. Merci, Johan. Alors, donc, lors de cette présentation, vous allez voir qu'on va aborder un certain nombre de sujets. La question qu'on va régulièrement se poser, en tout cas que vous allez vous poser, c'est est-ce qu'il y a réellement un bon emplacement pour mon futur commerce? Forcément, la zone et son potentiel, l'implantation et la localisation de votre futur local commercial, la visibilité et l'accès, et la superficie et l'aménagement de votre futur local. Alors, la première question, lorsqu'on veut créer un commerce, qu'on veut ouvrir un commerce, c'est toujours: y a-t-il un bon emplacement? Alors, vous allez voir que lors de cette présentation, on va vous expliquer différents sujets pour finalement choisir le bon emplacement en fonction de l'activité que vous allez réaliser. Parce que vous verrez que selon l'activité que vous souhaitez réaliser, l'emplacement peut différer. Donc, première partie, effectivement, ouais. Donc, c'est moi qui vais m'exprimer sur cette partie-là. La zone et son potentiel, la première chose, effectivement, avant de choisir vraiment l'emplacement précis, ça va être d'être capable de déterminer si la zone de chalandise, en tout cas l'endroit où on veut s'implanter, a le potentiel, effectivement, pour le business qu'on veut démarrer. La première chose à faire, vraiment le prérequis, et c'est vraiment important d'avoir une démarche dans ce sens-là, ça va être de connaître à l'avance ses critères de succès. C'est-à-dire avant même d'avoir les informations concernant la zone, de savoir ce qu'on cherche précisément et qu'est-ce qui va faire que l'activité qu'on va démarrer va réussir ou non. C'est important de le faire avant parce que sinon on peut être biaisé dans l'analyse, c'est-à-dire sinon on va avoir tendance à dire, à regarder, il y a telle et telle telles infos, il y a tant d'habitants, il y a telle caractéristique, ah bah oui, donc ça doit être bien. C'est important de regarder avant, de réfléchir avant, à savoir quelles sont les caractéristiques qu'on va chercher et ensuite d'analyser la zone pour voir si effectivement ça répond à ça.
Donc, première chose, effectivement, il faut connaître sa cible, à qui on va s'adresser, et c'est ça qui va nous permettre derrière de connaître ce qu'on appelle nos critères de succès. Ça va être vraiment des données chiffrées qui vont permettre de dire si effectivement la zone correspond aux critères de succès et donc est une zone viable intéressante. Donc parmi ces critères de succès, on va avoir alors la première chose même avant de chiffrer, c'est déterminer la taille de la zone de chalandise. Quelle va être la zone d'influence pour mon activité? Ça peut être très variable selon les activités. Typiquement, moi, si j'ouvre une boulangerie, ma zone de chalandise, ça peut être 5 et 10 minutes à pied, parce que les gens vont plutôt venir à pied chercher leur pain, leur baguette. Si j'ouvre un magasin de meubles, là, les gens souvent vont venir en voiture, parce que déjà, il faut emporter les meubles. Et puis souvent, c'est les gens qui vont faire 30 minutes, 40 minutes de route pour aller visiter un magasin de meubles. Donc, la zone d'influence va être totalement différente en fonction de votre activité. Donc, première chose, c'est déterminer en fonction de votre activité quelle va être la zone d'influence, quelle va être la taille. Ensuite, on va regarder toutes les différentes caractéristiques en fonction de votre cible, donc toutes les données de population, les revenus, effectivement, peuvent être très importants, les tranches d'âge de la population en fonction de votre activité. Également, on peut regarder la typologie des ménages, est-ce que c'est des personnes seules? Est-ce qu'on s'adresse à des couples? Combien il y a d'enfants? Est-ce qu'on s'adresse à des familles ou pas? Les données d'emploi, effectivement, on va retrouver toutes les catégories socio-professionnelles, très en lien avec la partie revenu médian, hein, quand même, souvent. Et puis, pourquoi pas les étudiants, pour ceux qui font, voilà, de la restauration rapide, ça peut être une cible intéressante. Les demandeurs d'emploi, ça peut paraître étonnant, mais ça peut être utile notamment pour tout ce qui est service à la personne, où en fait, on va à la fois chercher des clients, mais aussi il faut qu'on soit capable de recruter. Et souvent les zones où il y a par exemple pas mal de demandeurs d'emploi, c'est les zones dans lesquelles on va pouvoir recruter plus facilement. Et puis les données de logement. Alors après là, voilà, est-ce que c'est des maisons, c'est des appartements, et cetera, qui vont permettre, notamment pour les gens qui vont travailler plus sur les parties immobilier, travaux, rénovation, d'avoir des données qui permettent vraiment de déterminer le potentiel de la zone. Donc là, l'idée, en restant sur cette première slide, l'idée, c'est vraiment de chiffrer. C'est-à-dire de dire ma zone viable, ma zone, pour qu'elle soit viable, il faut que j'ai un minimum de tant de personnes ou un minimum de temps de revenus médians, et cetera. C'est vraiment de définir des, heu, des des niveaux à partir desquels on peut considérer que votre zone est viable. C'est très intéressant du coup de s'appuyer effectivement sur l'expertise, l'expérience d'un franchiseur, parce que c'est vrai que si on démarre à partir de zéro une nouvelle activité, c'est assez difficile de connaître ses critères de succès. L'intérêt d'un franchiseur, c'est que lui, il a du recul, il a ouvert plein de magasins, il sait ce qui marche pas, et les critères de succès, ils sont bien connus. Je sais pas d'ailleurs si Christophe, tu veux illustrer cette partie-là? Oui, alors merci Laurent. Juste pour terminer effectivement sur la cible et les critères de succès, donc comme le disait Laurent, effectivement, ça va dépendre, de l'activité que vous allez réaliser. Nous, en l'occurrence, chez JetPlus, c'est vrai que, les personnes aujourd'hui sont capables de faire plusieurs kilomètres, pour aller jusqu'à leur centre JetPlus. On n'a pas forcément besoin d'avoir une structure avec un revenu médian, puisqu'aujourd'hui, en termes de typologie de population aussi, des clients qui sont chez nous, ça va être plus ou moins tout. Et en fait, ça peut être vraiment une variété de personnes qui est très large, que ce soit en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de logement, en termes de revenus médians. Donc, c'est vrai que selon certaines activités, comme par exemple les boulangeries, la restauration, des choses comme ça qui sont un petit peu plus spécifiques, nous, on va être un peu plus large en termes de cible et de critères. Donc chez nous, ça ne va pas être quelque chose, par exemple, qui va être un frein, qui peut y être, par exemple, pour certaines franchises. Ensuite, effectivement, on va commencer déjà à définir la zone. Donc là, on n'est pas encore sur la définition vraiment précise de l'implantation, mais on va commencer à définir, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va être dans telle ou telle rue et avec tel local, mais on va commencer à pouvoir définir, travailler, regarder si il faut qu'on se mette au centre, au sud, à l'est ou à l'ouest de la ville pour capter le maximum de potentiel. Donc là, on va partir effectivement de la zone d'influence type qu'on a pu déterminer avant. Et on va prendre des hypothèses, on va regarder si on s'implante plus au sud, plus au nord ou à tel endroit de la ville. Est-ce que c'est ce positionnement ou pas qui va nous permettre de capter le maximum de potentiel en fonction de nos critères de succès? Donc on peut regarder soit la densité de population, typiquement le cas d'IED+, on a une cible très, très large. On va juste regarder le nombre d'habitants et c'est déjà, un indicateur intéressant. Si on cible en particulier des étudiants, on va regarder la densité des étudiants ou la densité des personnes âgées pour se positionner, regarder à quel endroit il faut se positionner pour capter un maximum du potentiel de la ville ou de la zone qui nous intéresse.
Une fois qu'on a déterminé cette zone-là, c'est là qu'on va vraiment commencer à rentrer dans le détail. Donc là, on va regarder l'ensemble des éléments, des caractéristiques de la zone de chalandise qui est prévu, et on va le regarder au regard des critères de succès. Et on va valider que sur l'ensemble des éléments, on valide bien le niveau nécessaire défini par les critères de succès, qui permettent de faire un go-no-go. C'est en gros, tout est au vert, on y va, c'est une bonne zone, ou on a des warnings, et là, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de s'implanter là, peut-être retravailler à un autre endroit, ou peut-être des fois arriver à une conclusion que dans cette ville, il n'y a pas le potentiel, et peut-être que c'est pas une bonne idée. Alors, l'implantation et la localisation. Alors, comment on va évaluer l'attractivité de la zone? Alors, il y a différents facteurs, effectivement qui vont être, simples, hein, pour le choix de votre futur local commercial. Ça va être la proximité de commerces attractifs autour. Parce que bien évidemment, on va éviter de choisir, un commerce qui est, par exemple, en dehors de la ville, ou alors où il y a personne, il y a pas de commerce proche, par exemple bureau tabac, de boulangerie, de coiffeur à proximité. La concurrence, alors bien souvent, on va aussi parler de concurrence parce que, la concurrence, bah, finalement, c'est un côté bénéfique aussi pour votre activité. On a tendance à se poser la question en disant: «Mais s'il y a déjà, des concurrents autour, ou dans la ville où je veux m'implanter, ça sert à rien que je m'implante». Alors bien au contraire, pourquoi? Parce que ça donne aussi une attractivité, et ça permet aussi, aux clients de pouvoir venir, tester entre guillemets «d'autres activités», donc d'autres concurrents, et qui vous permettent aussi à vous, de pouvoir avoir un développement, plus facile, donc avoir une captation aussi, plus importante que, par exemple, si vous êtes seul et qu'il y a pas de concurrents, dans une ville où vous souhaitez vous implanter. L'accessibilité au niveau de la zone et du dynamisme de la zone, donc vous verrez que on va redéfinir aussi un petit peu plus précisément. Pourquoi? Parce que, bah, ça peut être du passage piéton, ça peut être du passage voiture. Est-ce que je peux y accéder, en voiture? Est-ce que j'ai la possibilité de me garer? Est-ce que je peux y accéder à pied? Est-ce que c'est une rue en sens unique? Voilà, donc il y a toutes ces choses-là qu'on va pouvoir se poser comme question, et bien évidemment aussi l'évolution de la zone et les différents projets qu'il peut y avoir dans la zone d'implantation, où vous souhaitez, vous implanter. Donc la partie attractivité, ce qu'on va regarder effectivement, c'est les attracteurs qu'il peut y avoir autour, de l'implantation. Donc typiquement, on va différencier différents types d'attracteurs. On va avoir ce qu'on appelle les jumeaux. C'est des commerces qui vont être complémentaires, donc ils ne sont pas des concurrents, qui n'ont pas la même activité que vous, mais qui vont attirer, la même cible que vous, la même clientèle. Donc, l'exemple typique, c'est, j'ouvre un commerce, d'alimentation, commerce de proximité d'alimentation, bah, je vais me mettre près des autres commerces d'alimentation. Donc moi, je fais par exemple un primeur, bah, je vais regarder où il y a les boucheries, les boulangeries, les autres commerces de proximité type coiffeur, pharmacie, et cetera, qui vont être des bons compléments, qui vont attirer du monde, qui sont des personnes qui vont être intéressantes pour moi aussi. Donc ça permet de bénéficier du flux. Donc ce qu'on voit sur l'image là typiquement, c'est le positionnement, des commerces de type, shopping à Valence. Donc tout ce qui est, vêtements, chaussures, et cetera, qui permet d'identifier très simplement quelles sont les rues qui sont intéressantes en termes de flux. Le deuxième, c'est les locomotives. Sur certains types d'activités, il peut être très intéressant de se positionner à côté de grandes enseignes qui attirent énormément de monde. Le grand classique, c'est McDo, voilà, il y en a plein sur plein de types d'activités, d'ailleurs même pas que la restauration, qui se disent: «Bah, moi je vais être près de McDo parce que de toute façon en général c'est là qu'il faut être, et ça va attirer énormément de monde». Mais il y a plein d'autres activités qui peuvent être, qui ont leurs attracteurs et leurs grandes enseignes phares qui peuvent attirer des clientèles intéressantes. Et la troisième typologie, un peu plus spécifique, c'est les prescripteurs. C'est les gens qui vont pouvoir vous recommander, prescrire vos services ou vos produits. L'exemple typique, c'est une pharmacie, par exemple. Ben, je vais regarder si j'ai beaucoup de médecins autour, puisque c'est les médecins qui vont être éventuellement prescripteurs pour mes produits. L'élément suivant, effectivement, c'est l'analyse de la concurrence. Donc là, qui est pas si trivial que ça. Donc déjà, 2 types de concurrence qu'il faut différencier. On va avoir la concurrence directe. Donc ça, ça va être ceux qui ont la même offre
que vous finalement. Ils proposent les mêmes produits ou les mêmes services. Et ensuite, il va y avoir la concurrence indirecte. Donc ça va être ceux qui vont proposer des produits ou des services différents, mais qui par contre répondent aux mêmes besoins. Donc là, pour illustrer sur la concurrence indirecte, c'est typiquement, par exemple, je suis dans le domaine des loisirs, je fais de l'escape room. Eh bien, un concurrent indirect, ça va être par exemple un laser game qui répond aux mêmes besoins, qui a un besoin de loisirs en groupe. Je viens à plusieurs personnes pour avoir une activité de loisir. L'escape room répond aux mêmes besoins, mais par contre, les services proposés sont totalement différents. Et selon l'activité et selon le type de concurrence, ça peut être soit une menace, donc c'est souvent ça qu'on voit quand on parle concurrence, on se dit: «Ouh là là, attention, il y a les concurrents, donc c'est pas bon», ce qui peut être le cas, hein, donc il faut quand même le regarder. Mais ça peut être aussi une opportunité, Christophe en parlait tout à l'heure. Alors l'opportunité, clairement, quand c'est la concurrence indirecte, en général, c'est plutôt une opportunité. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si je suis une escape room ou une activité de loisir, me mettre près des laser games ou autre activité de loisir, ça peut être très intéressant pour rejoindre un pôle de loisirs. C'est ce qui se fait assez souvent. Sur la partie menace, alors sur la partie concurrence directe, ça peut être souvent une menace, mais parfois pour certains quand même une opportunité. Je prends l'exemple de l'ameublement par exemple. Vos clients en général vont apprécier de pouvoir visiter plusieurs magasins d'ameublement, comparer, etc. Donc typiquement dans le mobilier, au contraire, ils vont avoir tendance à se rassembler alors qu'ils sont en concurrence directe dans des zones où on va trouver toutes les boutiques qui font de l'ameublement. Ça c'est assez typique. Donc c'est vraiment à mesurer en fonction de votre activité et de votre stratégie. Donc chez JetPlus, merci Laurent pour l'intervention. Donc comme je le disais précédemment, chez JetPlus, il n'y a pas besoin forcément d'un emplacement numéro 1 parce que on va pouvoir effectivement, vous allez vous poser la question de me dire mais il faut que je me mette dans un emplacement numéro 1 en hypercentre où il y a énormément de passages. Et pas forcément, parce que les personnes qui viennent chez nous, chez JetPlus, sont des personnes bien évidemment qui sont en souffrance, donc qui ont besoin d'être accompagnées, qui souhaitent perdre du poids. Donc, on est dans une activité, ce qu'on appelle spécifique. Et pour une activité, donc un commerce spécifique, les personnes, bien souvent, n'hésitent pas à faire des kilomètres, voire beaucoup de kilomètres, pour aller dans le commerce spécifique. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'un emplacement numéro 1, d'être en numéro 1 bis, rue piétonne ou autre. Ça peut être bien évidemment périphérie autour. Alors, le point suivant, donc la proximité avec d'autres commerces, ça par contre, c'est un point effectivement essentiel. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Laurent, vous parlait de concurrence directe, indirecte. Et effectivement, la concurrence est toujours bénéfique, surtout quand on a une activité spécifique. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, pour vous, ça peut être par exemple un commerce d'esthétique, ça peut être un coiffeur, ça peut être une boutique de vêtements qui va vous créer aussi du passage, qui va créer une dynamique, puisqu'il ne faut jamais oublier que les commerçants discutent entre eux. Donc, les commerçants sont la première image aussi de votre future boutique, de votre futur centre, et que le fait d'avoir aussi à proximité d'autres commerçants va pouvoir créer une dynamique, d'accord, et vont pouvoir parler aussi de vous, donc vont vous permettre aussi d'avoir un développement plus rapide et plus facile. Alors, la possibilité du parking proche, ce n'est pas une obligation non plus, mais bien souvent, effectivement, c'est pour ça qu'on ne dit pas d'emplacement numéro 1, pas systématique. Pourquoi? Parce que bien souvent, les emplacements numéro 1, on a des parkings payants. D'accord, donc là, la possibilité, c'est d'avoir un parking qui soit plus ou moins proche. Donc les personnes, on sait aujourd'hui que ça peut être dans une rue piétonne, que même s'il y a 100, 200 mètres à faire, les personnes n'hésitent pas à se garer pour aller directement dans leur rendez-vous. Donc, bien évidemment, le parking à proximité, ça peut être un plus, puisqu'il ne faut jamais oublier que les personnes qui viennent chez JetPlus sont en surpoids ou en obésité. Donc, on va limiter aussi, on va dire, l'activité marche. L'accompagnement de l'animateur JetPlus, donc là, sur cette slide, vous pouvez voir donc moi et mes différents collaborateurs. Pourquoi? Parce que chez JetPlus, donc l'accompagnement de l'animateur est primordial. Dans le sens où on vous accompagne au tout début du projet, c'est-à-dire que dès l'instant où vous avez le choix, c'est-à-dire que vous savez la ville d'implantation, puisque c'est aussi ce qui est important, c'est de définir la ville où vous souhaitez vous implanter. L'animateur va vous accompagner dans la recherche de locaux. Et donc, vous allez sélectionner plusieurs locaux qui peuvent être disponibles dans la ville que vous avez présélectionnée. Et nous, on va vous accompagner derrière
pour vous dire, par exemple, est-ce que c'est un bon emplacement? Est-ce que c'est un emplacement qui peut être moins attractif? Donc là, en dessous, je vous ai mis différents visuels, par exemple, qui vous montrent aujourd'hui, quand nous on se déplace, qu'on vient avec vous, donc présélectionner différents locaux. On va prendre différentes photos qui vont permettre de voir, par exemple, est-ce qu'il y a des parkings à proximité? Est-ce qu'il y a du passage? Ça peut être du passage piéton, ça peut être du passage voiture. Donc là, vous avez, ça peut être en centre-ville, ça peut être dans une zone résidentielle. Aujourd'hui, on a vraiment différents exemples qui vous montrent que finalement, l'implantation peut différer de chaque ville en fonction de la taille de ville, puisque nous, on peut vraiment s'implanter partout. Mais si vous regardez la similitude sur chacune des photos, c'est que finalement, on a toujours un minimum de passage voiture ou au moins un stationnement à proximité. Donc, ce qui permet aux gens de pouvoir se garer avec des commerces aussi à proximité qui permettent de venir et de créer une dynamique. La visibilité et l'accès, donc ça reste aussi un point primordial parce que, ça va être quoi les caractéristiques de l'emplacement pour mon futur centre, Jet+? Alors, pareil, donc ça va être une visibilité et une situation, au niveau du local. Donc bien évidemment, où est-ce que je vais m'implanter? Est-ce que mon local va être visible? Est-ce que je vais pouvoir mettre une enseigne? La configuration des lieux et les commodités. Donc, la configuration des lieux, c'est bien souvent de faire attention puisque certaines mairies aujourd'hui, vous avez des tailles de ville, plus ou moins importantes avec des réglementations spécifiques à respecter et par exemple, je sais qu'il y a l'accès aux PMR, par exemple, donc aux personnes à mobilité réduite où, on va devoir faire attention, par exemple, s'il y a une marche, ça veut dire que derrière, il va falloir que je prévoie, par exemple, une rampe d'accessibilité et les commodités, bah, effectivement, ça va être l'accès, à la boutique. Comment je vais pouvoir faire pour accéder à la boutique? L'environnement commercial immédiat, donc ça, on en a déjà parlé. La longueur et exposition de la vitrine, je vous montrerai aussi par la suite que, alors bien évidemment, il est important d'avoir une vitrine. Par contre, on n'a pas une prérogative sur un minima, de vitrine à avoir, tout comme la surface de vente ainsi que la surface de stockage. Ça et l'agencement immatériel, c'est des choses que vous allez devoir prévoir en amont, toujours pareil dans la future activité que vous ferez dans votre local commercial. Et bien évidemment, la question que vous allez vous poser, c'est l'état des locaux avec les travaux et réaliser nécessairement et bien évidemment le coût d'acquisition. Parce qu'en fonction du local que vous allez trouver, le coût d'acquisition, qu'est-ce qui va différer? Alors, bien évidemment, ça va être le loyer, mais ça peut être aussi si vous trouvez un local qui aujourd'hui est en direct avec le propriétaire, vous n'aurez pas de frais d'agence, vous n'aurez pas de frais annexes. Alors que par exemple, si vous passez par une agence immobilière, tout de suite, vous allez avoir des frais qui vont s'imputer, donc des frais de l'agence par rapport au local que vous allez trouver. Donc forcément, on va dépasser un petit peu le coût, ça peut être un coût supplémentaire que vous devez prévoir. Donc le concept d'une franchise, pourquoi on choisit une franchise? Tout simplement parce que, en termes de visibilité, on sait qu'on va pouvoir la reconnaître, qu'on soit dans n'importe quel coin de France, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Pourquoi? Parce qu'on va toujours retrouver le même code couleur vis-à-vis du concept franchise, les mêmes vitrines et l'enseigne. Alors l'enseigne qui peut différer en fonction de si on se trouve dans des bâtiments de France, c'est-à-dire dans certaines rues où il y a les architectes de bâtiments de France. Donc ça, c'est quoi? C'est des sites «protégés» entre guillemets, où on ne peut pas mettre n'importe quoi comme enseigne. D'accord? On est obligé de mettre une enseigne spécifique. Et je vous ai donné donc ici quelques exemples, par exemple, de 2 grosses enseignes que tout le monde connaît. Par exemple, Histoire d'Or, on sait que même si on est loin, on est au bout de la rue, on va pouvoir reconnaître pourquoi? Par rapport à sa couleur rouge, rouge vive. Donc on sait qu'on va reconnaître une boutique Histoire d'Or à sa couleur, à sa typologie de vitrine et à son enseigne. Et Paul, pareil, alors c'est, les boulangeries, tout à l'heure Laurent en parlait. Là, bah, c'est bien le cas avec Paul, donc où on va trouver quelque chose de plus sombre, mais toujours, noir, un peu dans les tons noirs, très éclairé, avec une enseigne très lumineuse. Donc ça, pareil, on sait qu'on va retrouver des pôles, partout. Chez Jet+, on va retrouver un peu le même système aussi, c'est-à-dire, le même système d'enseigne, les mêmes vitrines, donc toujours cette couleur aussi qu'on va pouvoir reconnaître à distance avec le bandeau vert, par exemple dans les vitrines, les panneaux LED, donc de la luminosité et les enseignes. Je vous parlais tout à l'heure donc de différents types d'enseignes. Par exemple, qu'on peut avoir, donc là, on a par exemple sur la droite, sur la photo droite, un type d'enseigne, Dibond classique qu'on peut retrouver partout et à gauche, on est par exemple sur une architecture en bâtiment de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
là, quand vous choisissez un local où, par exemple, vous avez une église, un monument qui est classé bâtiment de France, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut en termes de type d'enseigne. Donc ça, bien évidemment, on se renseigne au préalable à la mairie, mais vous avez toujours la possibilité de mettre des enseignes différentes. Donc, c'est-à-dire soit de la lettre découpée, ce qu'on a sur la photo de gauche, ou alors une enseigne en dibond, comme on peut avoir sur la photo de droite. La superficie et l'aménagement, donc ça va être des points aussi essentiels et ça peut être un point que pour vous, entre guillemets, peut être, que vous pouvez appréhender. Pourquoi? Parce qu'au début, on va choisir la superficie de son local en se posant la question, effectivement, quelle taille je vais devoir choisir par rapport à l'activité que je vais réaliser. Donc ça, bien évidemment, c'est une question phare que vous devez vous poser parce qu'il va falloir préciser effectivement votre projet et faire les premières estimations aussi sur les travaux en fonction de la superficie. Qu'est-ce que vous avez besoin? Donc tout à l'heure, on en parlait. Est-ce que j'ai besoin d'un espace de stockage? Est-ce que j'ai besoin d'une arrière-boutique? Quelle surface j'ai besoin en termes de surface de vente? Et bien évidemment, donc justement la définir et les autres espaces nécessaires. Donc chez JetPlus, par exemple, pour vous donner un exemple, sur un centre JetPlus, ça nécessite qu'un local de 40 mètres carrés. Alors pourquoi? Parce qu'on va avoir une surface de vente de minimum 20 mètres carrés qui vont permettre de faire un aménagement au niveau des meubles, du comptoir caisse et de respecter bien évidemment l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. D'avoir un bureau où vous allez recevoir, donc où le futur franchisé va pouvoir recevoir ses clients de minimum 10 mètres carrés. Un toilette. Alors le toilette est pas forcément, donc ça peut rester privé puisque c'est pas forcément un toilette qui doit être accessible aux clients, donc ça reste privé, pour le coach et un espace de stockage. Alors l'espace de stockage, ça c'est pareil, ça peut être un plus, mais en soi, c'est pas une nécessité, d'avoir un espace de stockage. Puisque vous pouvez déjà, par exemple, stocker, dans le mobilier qui est prévu à cet effet. Donc là, je vous donne quelques exemples, par exemple, de l'animateur qui va donc sur site avec vous pour pouvoir valider un local, puisque souvent, quand on arrive dans un local, on ne se rend pas forcément compte. On peut se dire, bah, là, ça va me faire beaucoup de travaux, peu de travaux. Donc finalement, là, par exemple, sur ce local, on va se rendre compte qu'on a un espace de vente ici avec une cloison donc, sur la photo du milieu. La cloison donc, qui est à droite sur la photo du milieu, et puis ici un espace qui est quand même rétréci, puisque finalement on n'a que 2 mètres de largeur, avec quand même un bel espace vitrine. Nous derrière, il y a un architecte qui s'occupe de faire vos plans, donc qui va redéfinir la zone. Donc c'est pour ça que en général, c'est pas grave s'il y a différentes pièces. Pourquoi? Parce qu'il y a des cloisons, par exemple, qui peuvent se casser facilement. Quand ce n'est pas des murs porteurs, il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est ce qu'on valide aussi avec vous quand on vient visiter. On s'assure effectivement qu'il n'y ait pas soit de murs porteurs, soit de tuyaux qui peuvent venir gêner effectivement l'aménagement de votre future boutique. On a un architecte chez nous donc, qui s'occupe de redéfinir les plans de votre future boutique pour, à la finalité, sur les mêmes photos que vous avez vues précédemment, en termes de local, voir l'implantation que vous avez ici. Et là, on ne se rend pas forcément compte, mais par exemple, sur les photos avec le mur qui est marron beige, par exemple, là où il y a les meubles de la gamme Live, donc les meubles ici verts, avec les images vertes, en fait, la cloison a été décalée. Donc ça, c'est des choses, par exemple, qu'on ne se rend pas compte. Donc, ce n'est pas forcément des gros travaux. Ça n'a pas forcément un gros coût, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et ça, l'animateur, lorsque vous présélectionnez des locaux, va pouvoir définir avec vous, d'accord, à peu près, effectivement, au niveau des travaux. Alors, pas forcément le montant des travaux, mais vous dire, voilà, là, par exemple, il n'y a pas besoin de casser de cloison puisqu'on a un espace vente qui est suffisant, un espace bureau aussi, et puis derrière, définir en disant, mais même s'il y a des travaux à faire, on ne va pas avoir un gros coût de travaux. Alors, pour vous rassurer aussi, parce que vous vous posez souvent la question, c'est que, oui, mais est-ce que ça ne va pas me coûter cher en travaux? Vaut mieux trouver un local, par exemple, où effectivement vous avez des travaux à réaliser qui sont plus ou moins importants, avec un loyer bas, qu'inverse, trouver un local, par exemple, qui est un loyer, un peu plus ou on va dire beaucoup plus élevé, mais que finalement vous n'avez pas de travaux à faire. Pourquoi? Parce que sur une période plus ou moins longue, vous verrez que vous allez gagner de l'argent à effectuer peut-être un peu plus de travaux, mais avoir un loyer, moins coûteux que finalement ne pas avoir de travaux et finalement rester 5, 10 ou 15 ans dans le même local avec la même activité. Et puis finalement, ça va vous revenir plus cher quand on fait le calcul à la longue. Donc en conclusion, pour choisir son local, alors il y a différentes
manières de faire. Donc, tout dépend effectivement déjà de l'activité que vous souhaitez réaliser, d'accord, en fonction de la superficie, de l'implantation, de la zone. Bien évidemment, si demain vous faites une franchise, que ce soit ou que vous ouvrez un magasin de glace, de donuts, il vous faudra un emplacement numéro 1, beaucoup de passages, des couleurs vives, etc., avec une taille de vitrine plus ou moins conséquente. Chez JetPlus, par exemple, en conclusion, on peut se mettre n'importe où. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se mettre dans une taille de ville à plus ou moins 7000 habitants. D'accord, mais effectivement, on va avoir des prérogatives qui vont être forcément quelques commerçants autour, au moins un minimum de vitrines comme vous avez pu voir. Donc finalement, on peut se mettre n'importe où, tout dépend de l'activité, tout dépend aussi de ce que vous avez autour. La concurrence peut être bénéfique, puisque les clients aussi, ça les incitera à venir chez vous. Donc il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Alors, on va laisser place maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, pour l'instant, tout d'abord, merci Laurent et Christophe pour cette présentation vraiment très intéressante. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'aspects qui entrent en ligne de compte et c'est vraiment un sujet passionnant, je trouve. Alors, pour l'heure, il n'y a pas de questions. Alors, encore une fois, n'hésitez pas. Peut-être un point sur lequel tu pourrais revenir, Christophe, c'est tu disais qu'on peut implanter un centre JetPlus dans une ville de 7000 habitants. Qu'est-ce qui fait justement qu'on peut se permettre d'ouvrir son centre dans des villes de taille, on va dire, modeste? Alors aujourd'hui, l'avantage, et on voit d'ailleurs chez nous, c'est que les meilleurs centres, ceux qui font le meilleur chiffre d'affaires, ne sont pas forcément dans des villes importantes. C'est bien souvent la question qu'on nous pose. Pourquoi? Parce que dans des petites villes, il faut savoir que chez nous, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et que dans les petites villes, par exemple, de 7000 habitants, le bouche à oreille se fait beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, par exemple, qu'une grande ville comme Nantes, Rennes, Le Mans, enfin voilà, des tailles de villes assez importantes. Donc, on a déjà un bouche-à-oreille qui se fait beaucoup plus facilement. On a aussi une dynamique parce qu'aujourd'hui, même si on s'implante dans une ville de 7000 habitants, vous avez une zone, tout à l'heure, Laurent vous en parlait, donc quand on fait une étude de zone, vous avez une zone bien évidemment plus importante que 7000 habitants, parce que chez nous, minimum, c'est 25 000 habitants au niveau de la zone d'exclusivité. Et ça permet donc de vraiment brasser, entre guillemets, une population qui est tout autour. Donc, on en parlait en termes de distance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client est capable de faire 15-20 minutes, par exemple, pour aller voir son coach dans un centre JetPlus. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas implanté partout. Si on regarde la carte de France, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de zones encore disponibles et que le fait de s'implanter dans des villes de 7000 habitants, ça va donner aussi une dynamique plus importante. Ça va permettre aussi d'avoir une zone d'exclusivité et d'avoir une population qui va tourner tout autour de cette ville et se donner bien évidemment aussi une réputation. D'accord. Très bien. Alors, bon, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Écoutez, encore une fois, de toute façon, notre webinaire sera en replay, disponible en replay dès la fin de ce webinaire. Vous recevrez un mail avec le lien qui vous permettra de visionner le replay. Vous aurez également un mail avec, dans ce mail, les coordonnées de notre équipe du pôle information franchise, nos collègues Catherine et Morgane, qui pourront donc répondre à toutes vos questions, vous orienter, vous informer. Voilà. Donc, il nous reste à remercier tout d'abord notre invité, Laurent. Merci pour ta participation. Merci pour l'invitation. Voilà, avec plaisir. À vous remercier pour votre écoute et puis à vous souhaiter, pourquoi pas, un bon projet commercial et pourquoi pas avec JetPlus. Merci à toutes et tous et encore une fois, très bonne journée. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Merci à tous, bonne journée, au revoir. Au revoir.